Le premier tournoi des playoffs de la FedEx nous a apporté un grand spectacle et s'est terminé au bout de la nuit avec la victoire d'un joueur que l'on n'attendait pas vraiment. C'était une semaine très chaude sur le parcours du TPC Southwind qui se trouve juste en fait dans la banlieue est de Memphis, dans l'état du Tennessee aux États-Unis, puisqu'on a atteint des températures qui ont dépassé 40 degrés avec des seuils d'humidité particulièrement importants. Donc c'est vrai que les joueurs et cadets ont beaucoup souffert, mais le spectacle était quand même au rendez-vous. Alors, vous allez sûrement voir que le setup est un peu différent cette semaine. C'est que je me trouve en fait sur le golfe de Provence. Le Provence, voilà. Vous voyez le golfe juste derrière et la Méditerranée dans le fond. Vous pouvez voir aussi voilà, mon sac et mes affaires. Mais oups. Mais ça, vous en sauriez plus si vous me suiviez sur Instagram, sur RLS Golf, rls.golf. Je vous mets un petit truc juste ici ou juste ici, on verra bien. Enfin bref, je suis là pour vous parler du St. Jude Championship qui s'est déroulé, du coup, comme je vous le disais, juste à côté de Memphis, dans l'état du Tennessee. Donc, il s'agissait du premier tournoi des playoffs de la FedEx. Qu'est-ce que ça veut dire si vous n'êtes pas forcément familier avec ça? Ça veut dire que seuls les 70 premiers de la saison régulière du classement FedEx étaient qualifiés d'office. Ça veut également dire que ce tournoi n'avait pas de cut. Donc au bout du jeudi et du vendredi, là où d'habitude on a la moitié du champ qui est renvoyé à la maison, cette semaine tout le monde avait le droit de jouer 4 jours. Et ce tournoi est très important puisqu'il permettait de se qualifier pour le second tournoi, enfin de gagner des points pour monter dans le classement FedEx pour se qualifier pour le second tournoi des playoffs, qui est le BMW Championship, qui se joue cette semaine. Et seuls les 50 premiers du classement de la FedEx ont le droit d'y participer. Pas de wildcard, pas de... rien du tout. 50 premiers ou rien. Will Zalatori, c'était le tenant du titre du St. Jude de l'an dernier. Malheureusement, il n'a pas pu se présenter cette année, puisque, comme vous le savez peut-être, le jeune Américain a quelques soucis de dos, puisqu'il a eu 2 hernies discales l'an dernier, et ce qui lui a fait se faire opérer du dos en avril 2023, et donc il est absent toute la saison. On ne le reverra pas avant début 2024, et en espérant le revoir à son plus haut niveau, parce que c'est vrai qu'il nous offrait beaucoup de spectacles, et que jusqu'alors c'était un joueur très prometteur. Donc voilà pour vous avoir présenté rapidement le St. Jude Championship et comment est-ce que les playoffs de la FedEx se font. Maintenant, on va passer à mes tops et flops de la semaine et de ce tournoi. Premièrement, évidemment, les tops, parce que c'est vachement plus sympa de commencer par les gens qui ont bien joué. Évidemment, le vainqueur pour une deuxième semaine d'affilée. Personnellement, j'y croyais pas du tout. Je savais qu'il était dans une forme olympique, mais de là à le voir gagner deux semaines consécutives, et sachant que la semaine dernière, certes, c'était un joli tournoi, mais il n'y avait pas le même calibre de joueurs que cette semaine. C'est vrai que cette semaine, c'était les meilleurs joueurs du monde. C'était globalement les 70 meilleurs joueurs du monde qui ont fait une saison de dingue avec Jon Rahm, Scottie Scheffler, vous aviez des McIlroy, bref. C'est bien sympa de gagner le tournoi de la semaine dernière, gagner le St. Jude avec ce calibre-là de joueurs. Toutes mes félicitations, monsieur Glover, exceptionnel, avec une semaine calibrée comme jamais, puisqu'il fait 66, 64, 66 et 69, moins 4, moins 6, moins 4, moins 1, pour un total à moins 15. Que demander de plus? Que demander de plus? Donc comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième victoire consécutive de Lucas Glover. Il empoche cette semaine une somme qui est plus conséquente que la semaine dernière, puisqu'il avait empoché 1,4 million de dollars, et que cette semaine, il prend 3,6. Alors il y a une stat qui est assez rigolote que j'ai vu passer sur les réseaux, qui est que en 2 semaines, Lucas Glover a gagné autant d'argent de ses gains en tournoi que sur la période 2013-2018, il me semble. Bon, bref.
C'est une très belle année. Madame va être contente, monsieur va être content, toute la famille est contente. C'est un très beau mois d'août pour la famille Glover pour l'instant. Peut-être qu'il va entraîner sur une troisième victoire consécutive, qui sait. J'ai déjà porté malchance à Céline Boutier la semaine dernière en disant qu'elle allait faire la passe de 3. Peut-être que je vais porter. Peut-être que je suis le chat noir du golf et que Lucas Glover va jouer comme un pied la semaine prochaine. Qui sait? Personne. Alors oui, sa force cette semaine, ça a été son putting. Euh, Waouh. Des putts pour birdie, pour par, pour bogey. Peu importe. 3 mètres, 10 mètres, 15 mètres, peu importe. Tout rentrait. C'est vrai que c'est assez rigolo pour un joueur qui a eu dans sa carrière beaucoup de problèmes avec des petits yips, des petits coups de poignet juste avant, sur des putts très courts, qui perdait beaucoup de points là-dessus. De le voir en faire sa force, je trouve que c'est un très beau retournement de situation, que c'est une très belle histoire, et à nouveau, toutes mes félicitations à Lucas Glover. Le deuxième top de la semaine, évidemment, comment ne pas parler de Patrick Cantlay, qui en réalité fait le même score total que Lucas Glover, à -15, avec un dimanche en feu, puisqu'il fait -5 le dimanche, avec un 65. Il revient de nulle part. Vraiment, toutes mes... Pardon, il fait -6 dimanche. Qu'est-ce que je raconte? Il fait -6 dimanche, un 64. Un rush de fou. Il venait de -9. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit dans la course. Et il a enchaîné birdie sur birdie sur birdie sur birdie. Fini à -15. Il force playoff avec Lucas Glover. C'est pour ça que je vous disais au bout de la nuit. Parce qu'il y avait déjà eu un délai de météo, puisqu'il y avait des orages qui planaient au-dessus de Memphis. Et donc ils avaient décalé de 1 heure ou 1 heure et demie les départs. C'est vrai qu'une heure et demie de départ décalé, plus le playoff, on a fini à 2 heures et demie heure française à regarder le tournoi. Une catastrophe. J'étais complètement décalqué le lundi. Mais c'est pas grave. C'est parce qu'on aime le golf. Et ouais, malheureusement, premier trou de playoff. Patrick Cantlay, une petite balle un peu hookée. Un peu beaucoup hookée même, on va dire. Qui termine sa course dans l'eau. De là, il te fait un coup de dingue qui prend le green. Ok. Et là, il a un putt pour le par qui doit faire 8 mètres, que venait de putter Glover juste avant, qu'il avait manqué. Et bref, il le loupe à 3 cm près, je pense. Parce que Cantlay aussi, c'est un gars sérieux niveau putting. Mais dommage, du beau spectacle. Les félicitations sont dues à Patrick Cantlay qui a joué de dingue. Voyons voir ce qu'il fait la semaine prochaine. J'ai hâte de le revoir jouer. Le troisième top, il sera un petit peu plus court. Mais on peut pas ne pas parler de lui, évidemment. C'est McIlroy. McIlroy, la grande classe, quoi. La grande classe. Troisième ex-aequo, -14. Un petit peu dommage, il finit à un coup des leaders. Il aurait peut-être pu forcer un petit peu. Il y a 2-3 potes qui sont pas tombés forcément. Des greens qu'il n'a pas trouvé, qu'il n'a pas su trouver le dimanche. Même s'il fait un -5 dimanche colossal. Il avait fait, si je dis pas de bêtises, par. Il avait enchaîné sur 3 birdies en 2, 3 et 4. Et c'est vrai qu'après, ça a un petit peu freiné, mais parce que le parcours est plus simple sur l'allée de ce qu'on voyait, en tout cas sur les scores. Une grosse réussite encore de McIlroy, enfin, comme on s'y attend quasiment toutes les semaines en réalité. Et le quatrième et dernier top, Tommy Fleetwood, troisième ex-aequo également avec McIlroy, qui nous garnit d'un 66, 66, 66 et 68. Alors, régularité, ok quoi. Le type te sort 3,66 d'affilée jeudi, vendredi, samedi. Je l'ai trouvé un petit peu plus fragile le dimanche. C'est vrai qu'à l'aller, on a vu des putts qui semblaient très faciles, 2 ou 3 d'affilée sur le 5, 6, 7, il me semble. Il a 50 cm ou... Bon, après, tu vas me dire, la télé aplatie, la caméra aplatie, ok, peut-être qu'ils font 1m20 ou 1m50. Mais si tu veux gagner des tournois sur le PGA Tour, ceux-là, pour le birdie, il faut les rentrer, en fait. Donc, un peu frustrant, parce que c'est un joueur que j'adore. J'adore ce joueur.
un très bon joueur de fer, un gars vraiment sympa en plus, tu le vois en équipe, tu le vois sur les interviews, il est toujours ok pour donner son petit mot, pour donner son truc. Vraiment un joueur qu'il est impossible de critiquer, je pense. À part peut-être sur le fait qu'il a toujours pas gagné sur le PGA Tour. Mais au niveau des stats, il a fait une semaine de grand malade mental en fait. On va redescendre les stats ensemble si vous voulez, ça peut vous intéresser. Mais donc déjà, il te sort les 3,66 d'affilée. Ok, jeudi, vendredi, samedi. Un petit 68 le dimanche, un peu fragile comme je vous le disais. Mais sur le nombre de putts par green en régulation, premier, ok. Sur le pourcentage de green en régulation, 13e, avec 68% des greens pris en régulation. Sur le nombre de coups gagnés au putting, deuxième. Sur la précision au drive, deuxième ex aequo avec 73,4% des fairways. Donc il te prend 3 quarts des fairways, il te prend quasiment 3 quarts des greens en régulation, et quand il prend les greens en régulation, il est premier sur le nombre de putts. Donc il se met super près des mâts, il lui reste que dalle à faire, et du coup il a capoté. Je crois qu'il fait 1,5 putts par green en régulation. Vraiment très très costaud le copain. Précis au drive, précis au fair parce qu'il se met proche des trous, et très bon putting. Troisième ex aequo, je pense qu'il va finir par gagner. C'est vrai qu'il y a une stat assez terrible. C'est que depuis 1983, si je dis pas de bêtises, je l'ai vu passer juste sur l'écran en regardant la télé à 2h du mat. Vous m'excuserez si c'est 86, ok, d'accord, merci. Mais bon, depuis 1983, c'est le joueur qui a le plus de top 5 sans avoir de victoire sur le PGA Tour. Et je crois qu'il en a 23 ou 22. 22 victoires avec celle-ci. 22 top 5 sans victoire. Un peu dommage. Moi j'y crois. Je crois à la victoire prochaine de Tommy Fleetwood sur le PGA Tour. Marquez mes mots. Si je me trompe, on pourra se moquer de moi pendant des années. C'est pas grave, je m'en fiche. Je crois à fond en Tommy Fleetwood. Maintenant, passons aux flops. Alors les flops. En réalité, il n'y en aurait que 2. Mais c'est des flops de qualité. Tu vois, c'est des flops. Tu t'attends pas à des flops comme ça de ces joueurs. Premier flop. Jon Rahm. Jon Rahm, le jeudi, il te sort un 73, un plus 3. Et vraiment, tu le vois le jeu, tu te dis, il est chanceux de sortir à plus 3. Parce que le copain, il n'a pas pris un fairway. Il n'a pas pris un fairway. Tous ses drives, il les foutait en hook. Il n'arrivait pas à la faire tourner. Tu l'entends un moment sur le micro, j'arrive pas à faire tourner mes balles. Il savait pas faire. Il y était plus. Et il te sort un plus 3, qui est pas un bon score quand t'es premier de la FedEx Cup, qu'on attend de toi que tu fasses le spectacle et que tu joues pour la gagne tout le week-end. Surtout sur les tournois de playoff, quoi. C'est ceux qui comptent dans l'année maintenant. C'est là où tu vas amasser les gros points. C'est là où tu vas amasser les gros euros, quoi. Enfin, 3,6 millions qu'il a pris, le casse. Vraiment, il savait pas faire. Et du coup, j'y croyais plus. Et vraiment, je pensais pas qu'il allait finir aussi haut cette semaine. Je pensais que cette semaine, elle était claquée, qu'il allait pas retrouver son jeu vendredi, samedi, dimanche. Et finalement, il te sort un 67, 60, 60. Il te fait 67, 67, 68. C'est très dur à dire. Je suis désolé. Donc, moins 3, moins 3, moins 2. Avec un global à moins 5, il finit 37e ex aequo. Vous allez me dire, ça pète à Ouchnok. Ouais, mais s'il n'a pas ce 73 du premier jour où il savait plus driver et qu'il te met un petit 67, un moins 3, comme honnêtement, c'est à peu près la moyenne des. C'est pas dégueulasse, tu vois. Je te dis pas, tiens, imagine s'il te sort un 61. Non. Je te dis, s'il joue moins 3, il jouait plus 3, il finit 6e ex aequo. Bon, ok. Je pense que c'est une semaine à oublier. C'est pas une semaine catastrophique. Elle est juste à oublier. Il faut passer à autre chose. Tu passes au BMW Championship et le Senju t'oublie, tu vois. C'est pas grave. Ok. Mais c'est vrai que tu vois, de manière générale, du trio Rahm, Scheffler, McIlroy, il n'y a que McIlroy qui a joué le jeu cette semaine, tu vois. Scheffler, on va pas en parler, mais pas incroyable. Pareil, le jeudi un peu fragile. Rahm, on vient d'en parler. Et McIlroy, top 3. Quoi. 3e ex aequo. La classe. Juste la classe, quoi. Le deuxième flop. Ricky Fowler. Il fait 70, 74, 67, 68. Moins un total. 58e ex aequo.
Il perd que 3 places au classement général FedEx, puisqu'il passe de 9e à 12e. C'est pas une bonne semaine, on l'a vu beaucoup galérer sur quasiment tous les compartiments